Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. On se présente. Je suis Chérine. Je suis dev OpenShift depuis bientôt 1 an. Et sinon, j'ai eu des expériences très très différentes en tant que dev, en Java, puis tech leader. J'ai aussi été opération, SRE, donc les salles machines, les astreintes, les appels en plein milieu de la nuit. Je connais. Et je suis Joël, donc développeur aussi chez Red Hat, depuis 5 ans, bientôt 6 ans. Et là, depuis l'année dernière, on a démarré un nouveau projet qui s'appelle NetObserve. Donc, comme son nom l'indique, c'est pour fournir de l'observabilité réseau. Alors, pour OpenShift à la base et pour Kubernetes de façon plus générale. J'ai travaillé avant sur Kiali, dont on voit un graphe ici, qui est une console d'observabilité pour le service mesh, pour Istio. Et voilà, donc là, je développe en Go, en TypeScript. Le petit logo là, c'est parce que j'ai commencé ma carrière en faisant un petit peu des jeux vidéo, et peut-être que je la finirai de la même façon, on verra. Voilà, donc le sujet du talk, c'est l'observabilité réseau dans Kubernetes. Ouais. Comment il va... Vas-y. On a pas mal de choses à vous montrer, donc du coup, on va commencer d'abord par vous montrer un petit peu le réseau dans Kubernetes, pourquoi c'est compliqué, regarder un petit peu quels outils on peut utiliser pour nous aider, sur quelle techno ça va s'appuyer. Et avec un cas un peu pratique, on va regarder ce que ça peut réellement nous apporter au quotidien, notamment quand on est en opération et qu'on a des problèmes, des incidents à gérer. Et enfin, on va reparler un petit peu de NetObserve, qui est développé en interne dans l'équipe de Joël. Donc, pour commencer, on va faire un petit bond en arrière. On va regarder ce qu'on faisait il y a 20 ans quand j'étais encore en salle machine. Donc, on faisait tout avec des équipements physiques, donc des switches, des routeurs, des load balancers, des serveurs, des racks, des câbles, etc. On avait des applications entières, par exemple. On mettait une zone DMZ qui allait accueillir le trafic entrant, avec un firewall à l'entrée, un reverse proxy derrière load balancer pour pouvoir filtrer un peu le trafic, faire la terminaison TLS. Et puis derrière, chacun dans son sous-réseau séparé, les applications serveurs, load balancer, les bases de données le plus loin possible. Déjà à l'époque, on commençait à avoir des choses comme les serveurs Apache qui nous permettaient déjà de faire configurer au niveau soft des choses qu'on faisait beaucoup sur des équipements physiques. Donc mode proxy, mode security, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tous ces modules d'Apache nous ont permis un petit peu de ramener en termes de soft ce qu'aujourd'hui on arrive à faire beaucoup, du coup, avec un truc qu'on adore, enfin tous, pas tous, le YAML. Donc ça a permis de standardiser quand même un petit peu des choses et rendre les choses un peu plus faciles au lieu d'avoir beaucoup de diversité par rapport à des équipements physiques. Donc on retrouve par contre les mêmes paradigmes, hein. Ça n'a pas changé. Les ingress, c'est nos anciens reverse proxy. Les services, c'est nos load balancers. Nos pods, c'est en fait nos serveurs d'appli. Même nos serveurs de base de données commencent à être dans des microservices. Les firewalls, ce sont nos network policy par exemple. Et le DNS, il est encore plus présent, d'autant plus que nos IP deviennent éphémères et on en a besoin crucial. Donc pour illustrer un peu plus, vous montrer un peu plus, un zoom plus en interne, comment ça se passe. On va regarder un peu comment une requête HTTP entrant vers un front-end standard irait à l'intérieur. Donc, disclaimer d'entrée, ce qu'on va vous montrer, c'est un cas particulier. Parce qu'en fait, comme le réseau dans Kubernetes, c'est une implémentation, ce qu'on appelle la Container Network Interface. Donc, suivant l'implémentation qu'on va choisir, on va avoir potentiellement un cas très différent. Suivant l'ingress controller qu'on va choisir, on va avoir aussi des choses très différentes. Donc là, on va prendre un cluster, 2 worker nodes. Okay, donc chacun a son interface réseau. Donc là, on a les Ethernet 0 des deux côtés. On a des routeurs, un routeur central au cluster, donc qui est ici. Et ce qu'on voit, les CRB0 qu'on voit,
Ça représente l'overlay network des pods, qui est un réseau virtuel, une sorte de virtuel LAN, qui va accueillir derrière tous nos pods. Donc faisons d'ailleurs un premier déploiement. Donc, si je déploie, j'apply un deployment, donc ça va contenir par exemple 2 réplicas avec 2 pods ici. Ce qu'on voit, c'est on a la Virtual Network Interface des pods, mais aussi kubeproxy va jouer un rôle très important pour acheminer ces paquets, puisqu'il va configurer l'étape de routage, donc à la fois des nœuds, mais aussi du routeur principal. Donc on va avoir apparaître ces lignes-là dans la table de routage du routeur principal. Donc maintenant, on a des choses qui sont déployées dans le cluster, on veut y arriver, donc la première étape, c'est de faire un service. Donc déjà, le schéma en prend un coup. Donc ce qui se passe quand on crée un service, on crée ici un service, donc avec front-end SVC, c'est le nom DNS qui va aller dans kubeproxy, dans un record du kubedns. Et donc, il va avoir une adresse IP. Cette adresse IP n'existe nulle part. Contrairement aux pods qui ont leur propre overlay network, le réseau des services n'existe pas. Alors, comment ça marche? Ça marche parce que kubeproxy va venir configurer NetFilter ici. Donc, il va configurer NetFilter pour lui dire, donc dans un premier temps, à chaque fois que tu vois 10.3.241.152, qui est l'adresse du service, tu vas me l'acheminer vers l'un des 2 pods, au choix. Donc là, j'en ai mis qu'un, mais j'ai du mal à rentrer tout. Donc, deuxième étape, maintenant, donc, dans notre cas, donc, comme j'ai dit, c'est un cas particulier. Là, on a choisi, par exemple, l'ingress AWS Load Balancer Controller, qui nous oblige à avoir des services de type NodePort. Donc, quand on va créer le service de type NodePort, on va venir ouvrir des ports des 2 côtés sur chacun des nœuds, sur leur interface réseau principale. Et donc, ces ports vont accueillir le service, les trafics qui va sur ce service. Et pareil, NetFilter va être configuré pour dire, à chaque fois que tu vois un paquet arriver sur ce port, tu vas le mettre sur l'adresse du service. Donc là, on n'est pas trop mal. Ce qui nous manque, c'est l'ingress. Donc l'ingress, c'est celui qui va accueillir notre trafic qui vient de l'extérieur. Donc comme on a dit, AWS Load Balancer Controller, pour en citer un, mais vous pouvez choisir plein d'autres ingress controllers qui existent. Donc ça va dialoguer directement avec l'API AWS. Je vais créer un AWS Load Balancer, Application Load Balancer à l'extérieur avec un target group qui contient 2 targets. Donc pardon, c'est les 2 ports qui sont ici, qui sont déclarés tout en haut dans le target group. Et là, on est prêt. On peut enfin envoyer un premier paquet. Une requête. Une requête, oui, exactement. Donc, j'envoie ma requête. Elle va atterrir sur le load balancer. Il va choisir l'un des deux nœuds. Donc là, en l'occurrence, choisissons celui-là. Ça atterrit sur ce port ici. L'interface réseau ne sait pas quoi en faire normalement, parce qu'elle n'a rien dans la table du routage qui dit 10.3.241. Donc là, il y a un premier coup de destination NAT. Donc on change l'adresse IP destination et on change de 10.100.02 vers 10.3.241.152. Et on renvoie le paquet à l'interface réseau. L'interface réseau, à nouveau, ne sait pas faire. Donc, NetFilter à nouveau intervient, on a un deuxième destination NAT. Et là, pour faire court, on va choisir le pod qui est là pour qu'on puisse passer par CRB0 et atterrir sur le pod. Donc, quand c'est sur l'autre pod, ça peut arriver aussi. Là, ça complique à nouveau l'histoire, donc on ne va pas rentrer dans ce détail. Donc, c'est assez complexe, ouais, quand même. Et alors, il y a pas mal d'autres types de communication. Là, c'était l'exemple du trafic externe via un ingress. Il peut y avoir aussi donc, comme type de trafic qui vont faire intervenir des éléments différents, des interfaces différentes éventuellement, donc de host vers les pods ou vers les services. Là, un exemple de ça, c'est par exemple quand vous définissez un health check sur les pods, sur les services, il va y avoir la kubelet qui va aller interroger ces services. Donc ça va être du trafic de host vers pod ou service.
les trafics de pod vers service, soit en cluster IP ou en node IP. Donc ça, typiquement, c'est quand vous déployez des microservices qui doivent communiquer entre eux. Puis ensuite, il y a encore de pod à pod, selon si c'est sur le même nœud ou sur un autre nœud. Ça va encore faire intervenir des bridges différents. Et le cas des host network pods, je ne sais pas si vous connaissez, dans l'aspect du pod, il y a un champ host networks que vous pouvez mettre à true et qui dira en quelque sorte que ce pod-là va utiliser le réseau hôte. Alors, tout ça, c'est quand même, si on vous explique tout ça, c'est que c'est assez important au moment où on va vouloir observer le trafic réseau via les différents outils qui existent. Ça pourra transparaître un petit peu dans toutes les données que vous verrez circuler, en fait. C'est-à-dire que quand il y a du trafic qui vient d'un ingress, eh ben on va voir que ça va, en fait, comme le slide précédent, on va voir que ça passe par l'ingress controller, le routeur, et puis le nœud, et puis le service. Donc selon les... Voilà, c'est des choses, finalement, c'est quand même assez intéressant d'avoir cette topologie en tête. Bon, est-ce que ça va jusque-là? Bon, parce que là, le problème, c'est qu'on vous a dit la moitié de l'histoire. Oui, on a parlé des CNI, je crois. Oui, on a dit, vous vous rappelez tout à l'heure, que c'est une implémentation réseau, en fait, qu'on utilise quand on utilise un cluster. Et des implémentations réseau, il y en a plusieurs, en fait. Ouais. Oui, Kubernetes ne vient pas directement avec l'implémentation de la couche réseau, il va falloir passer par des plugins. Donc là, on vous en liste quelques-uns, il y en a beaucoup plus que ça. Flannel, ça va être, c'en est un relativement simple qui, par exemple, ne va pas gérer les network policies. Calico, je crois que ça doit être le plus utilisé. Cilium, c'est un CNI qui est basé entièrement sur eBPF, donc ça c'est une techno dont on vous parlera après. On montrera un petit peu Cilium Hubble, ce que ça permet en termes d'observabilité. Et OVN Kubernetes, ça c'est celui sur lequel on travaille pas mal chez Red Hat en ce moment, qui va, je ne sais plus s'il l'est déjà ou s'il va l'être, mais par défaut dans OpenShift. Donc voilà, on fait du travail là-dessus. Donc le fait d'avoir plusieurs CNI comme ça, il y a du bien et du moins bien. Ça peut être source d'inconsistance justement. On ne va pas switcher d'un CNI à l'autre comme ça en un claquement de doigts sur un cluster. Les bonnes choses, c'est qu'il y a une sorte de compétition un petit peu entre eux pour être le meilleur, et puis ça peut fournir une brique d'observabilité qu'on recherche. Voilà. Et alors, ouais, les erreurs qu'on avait il y a 20 ans, elles sont toujours là au final. Oui, donc il y a plein de choses que vous allez retrouver. Donc le DNS en est une. Et donc au total, si on le prend comme ça et qu'on se lance dans un cluster et qu'on a une panne, on ne sait pas où regarder en fait. Donc l'observabilité ou des outils qui nous permettent de voir un peu, de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, ouais. C'est le bienvenu. Et donc alors, d'un côté, Kubernetes, on peut dire, va rajouter de la complexité, mais d'un autre côté, il y a un avantage, c'est que c'est un environnement assez normé, et on va pouvoir en tirer parti, on va pouvoir facilement identifier à partir de leurs IP les différents éléments, des pods, des services, et pourquoi pas aussi faire de la corrélation avec les network policies pour savoir, par exemple, notre trafic il est droppé, pourquoi, par quelle policy, ce genre de choses. Donc, l'observabilité. Ouais. Donc l'observabilité, en fait, moi j'ai encore les souvenirs des vieilles interfaces où on voyait des tableaux avec des adresses IP entrantes, sortantes, etc. Et c'était, enfin, je ne sais pas si c'est... Ah, ça existe toujours. Et c'est vrai que, alors, il y a des standards qui existent pour observer les flux réseau qui datent des années 90, la S-Flow, NetFlow. Ça date de ça. IPFix, un peu récent, en fait, IPFix, c'est la suite logique de NetFlow. Sont des protocoles qui ont été développés à la base depuis le matériel, en fait, sur des routeurs Cisco, pour représenter les flux réseau, donc tout le trafic, incluant les IP, ports, sources et destinations, le protocole TCP, UDP, etc., également des métriques comme les compteurs de bytes, de paquets, et puis d'autres informations, du TCP flag ou des choses comme ça. Donc toutes ces informations, elles sont extraites au niveau des routeurs et elles sont envoyées vers un collecteur. L'inconvénient de ça, et on va en parler plus en détail après, c'est que du sampling est quasiment obligatoire. Le sampling, ça veut dire que observer absolument tout le réseau, ça va être très coûteux.
et on va finalement échantillonner seulement une partie. On va, par exemple, regarder qu'un paquet sur 10, sur 100, sur 1000, sur 10 000. Voilà. On va devoir adapter ça pour éviter d'avoir un trop gros overhead sur le réseau, sur le CPU, sur tout ce genre de choses. Et surtout, ça peut nous porter préjudice au moment où on veut regarder un incident parce qu'on n'a pas tous les paquets. Et donc, du coup, ça peut pas vraiment remplir enfin, répondre aux besoins qu'on a. Voilà. Alors oui, ça c'est un exemple pour vous montrer que c'est encore utilisé ces protocoles-là. Donc par exemple dans Calico Enterprise, on a par exemple ce chord diagramme. Donc c'est un diagramme où on voit tout autour du cercle les différents traits, ça va représenter des pods ou des services, et on voit les relations entre les uns et les autres. Donc c'est ce genre de visualisation qu'on peut extraire de ces données. Donc je disais, oui, c'est utilisé sur, par exemple, Calico. OVN Kubernetes, celui sur lequel on travaille à Red Hat actuellement, on a commencé aussi à faire de l'observabilité à base de IPFix, mais comme on va le voir après, on va essayer de trouver d'autres approches. Donc, ça c'est un exemple de OVN Kubernetes avec NetObserve. Donc ce sur quoi on travaille en mode IPFix. Alors, pour que vous compreniez la problématique qu'on a en fait. Quand on a un paquet qui arrive, donc là on voit OVS, c'est Open vSwitch, c'est en gros le routeur de base qui est fourni dans OVN Kubernetes. Il y a une partie user space et une partie kernel space. Ce qui va être coûteux en fait, c'est quand on doit transférer des données de l'un à l'autre, des copies. Quand on a un paquet qui arrive, il va être d'abord on va regarder s'il y a une règle en cache au niveau du kernel space pour connaître déjà l'action à exécuter relative à ce paquet. Bon, s'il n'est pas en cache, alors dans ce cas-là, on va avoir cette copie vers le user space et ça va passer, là, ce qu'on voit là, c'est des tables un équivalent des IP tables, un peu, on va vouloir voir si c'est forwardé, où est-ce que c'est forwardé, si c'est droppé ou ce genre de choses. Donc voilà, ça passe au travers de toutes ces tables et ensuite ça revient. Et donc l'intérêt d'avoir un rule cache, c'est pour le deuxième paquet qui est à peu près similaire. On ne va pas refaire cette copie user space et vérifier toutes les tables. On va directement, on connaît directement l'action à exécuter. Ça marche bien. Donc ce cache, il permet d'avoir un réseau plus efficace, une meilleure latence. Par contre, à partir du moment où on veut avoir un export IPFix ou NetFlow, ou enfin voilà ce dont je vous ai parlé, là on va devoir copier chaque paquet et indépendamment du cache. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que s'il y a une règle en cache, ce n'est pas pour autant qu'on ne veut pas observer le paquet en question. Donc du coup, il y a beaucoup plus de copies qui se font entre le kernel space et le user space. Et ensuite, alors l'IPFix exporter, il va faire un travail d'agrégation de données, etc. Et ça va être envoyé à un collecteur. Voilà. Donc ce sont les copies qui sont coûteuses. Maintenant, on va parler de la technologie eBPF. Peut-être vous connaissez déjà, en fait, BPF, donc les Berkeley Packet Filters, c'est une technologie qui est en réalité pas toute jeune, ça date des années 90. C'est ce qui est utilisé dans TCP/dump, par exemple. Ça permet d'aller filtrer des paquets réseau. eBPF, c'est la version évoluée qui date de 2014, si je ne dis pas de bêtises, et qui donne un vrai coup de jeune à cette technologie et qui étend largement le champ de ses possibilités. Donc comment ça marche? Ça va consister à créer un programme en C. Alors ce programme, il va être compilé en bytecode et via une librairie, alors là dans l'exemple c'est une librairie Go, mais ça peut être d'autres langages, on va aller l'injecter et l'attacher à des fonctions du noyau. Là, pour faire de l'observabilité, on va l'attacher à send message, receive message. Mais ça peut être d'autres cas de figure si on n'est pas intéressé que par l'observabilité. Alors, avant de l'attacher, ça va être vérifié par des modules pour vérifier. Enfin voilà, il y a des vérifications. Ça va passer à la moulinette d'un JIT compiler et ensuite ça sera attaché. Et ensuite, ça fera que chaque appel de syscall, de send message, receive message, vont exécuter le code qu'on a prévu, qui va s'exécuter de façon sécurisée dans une sandbox. Et alors maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce code? Donc on va pouvoir interagir avec notre application qui est dans le user space via des structures de données comme le eBPF Maps là, mais ça peut être d'autres structures de données, il y a des ring buffers, ce genre de choses.
et ça va transférer les données de façon efficiente entre kernel space et user space. Alors, du coup, est-ce que ça va nous aider à éliminer le sampling? Oui, c'est ce qu'on va voir. Et juste, alors oui, les petites icônes qu'il y a à droite, je voulais dire, c'est un peu les... il y a un peu des précurseurs là en termes d'observabilité réseau basé sur eBPF. Donc le logo du haut, c'est Hubble Cilium. On va le voir un peu plus en détail après. Cilium, c'est une CNI qui est basée entièrement sur eBPF. Pixie Labs, c'est des dashboards que vous pouvez voir aussi enfin, pour Kubernetes qui vont se baser sur eBPF. Alors après, il y a Skydive et le dernier logo, c'est NetObserve, c'est celui sur lequel on travaille. Voilà, donc je vous encourage à aller voir ces différents outils si ça vous intéresse. Donc là, on va essayer de voir ce que ça peut apporter à l'observabilité. Donc, par exemple, dans le même cas de NetObserve. Voilà, donc là, c'est à peu près le même schéma que tout à l'heure, mais remanié pour intégrer eBPF. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les paquets qui arrivent au niveau d'OVS, ils sont traités comme précédemment, avec le rule cache, etc. Par contre, il n'y a plus l'exporteur IPFix. À la place, on a cet eBPF programme qui va intercepter et faire du traitement sur les paquets et ensuite l'envoyer vers un eBPF adjoint qui, lui, se situe côté user space. Alors maintenant, la question, c'est où se trouve le gain? Le gain, il va être dans le fait que notre programme eBPF, il va pouvoir faire toute une partie de la logique qui, avant, était faite au niveau du user space et qui permet d'agréger de nombreuses données, de filtrer éventuellement, enfin après ça dépend de ce qu'on veut faire, mais ça peut faire tout un travail qui va réduire considérablement la quantité de données à copier vers le user space et au final provoquer des gains de performance assez conséquents. Voilà, donc en général, quand on peut faire ce genre de choses, on a une charge CPU bien inférieure à ce qu'on aurait sans eBPF. Et du coup, une meilleure latence réseau, etc. Alors, il y a d'autres façons de faire de l'observability réseau. Donc là, on a vu les protocoles genre IPFix et compagnie, eBPF. Il y a aussi le service mesh. Alors ça, c'est pas que pour faire l'observabilité réseau, mais ça fournit aussi cette brique-là. Comment ça marche? Donc là, c'est le cas d'Istio. On va avoir chacun des pods qu'on va déployer dans Kubernetes. On va le rattacher à un reverse proxy, en l'occurrence Envoy. Ce reverse proxy, dans un premier temps, il va aller reconfigurer les tables pour pouvoir intercepter tout le trafic depuis le pod et vers ce pod. Et grâce à ça, il pourra faire un certain nombre de choses. Alors, il pourra faire de l'observabilité, donc exporter des métriques et tout ça, mais ça ne s'arrête pas là. C'est aussi faire du reroutage, faire du MTLS pour la sécurité, plein d'autres choses. Donc, ça fournit aussi cette brique, le service mesh. Oui, tu peux y aller. Donc, ceci dit, donc il y a des avantages et des inconvénients. Je dirais au niveau des avantages, le fait que ce soit, en fait, dans un service mesh, il y a une partie métier aussi. C'est pas uniquement la couche bas niveau du réseau. On peut implémenter du circuit breaking ou ce genre de choses pour les microservices. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'on va avoir des métriques plus nombreuses et plus fournies sur ça. Enfin voilà, plus de métriques, y compris par exemple sur la couche HTTP. On va pouvoir avoir la latence des requêtes-réponses, les codes d'erreur ou ce genre de choses. Et le use case va au-delà de l'observabilité. Par contre, au niveau des inconvénients, c'est que c'est une couche additionnelle, c'est qu'on rajoute pour chaque pod des proxys. Il y a un overhead, il y a un nouveau hop réseau entre le proxy et le pod. Donc il y a cet overhead qui s'ajoute. Alors après, la question c'est, est-ce que vous utiliseriez le service mesh juste pour de l'observabilité ou pour tout ce qu'il apporte par ailleurs? Donc si c'est tout ce qu'il apporte par ailleurs, ça reste intéressant. Voilà, si c'est juste pour l'observabilité réseau, c'est peut-être un peu moins évident. Et alors en ce qui concerne eBPF et le service mesh, faut voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'il y a une sorte de mariage qui se prépare, on va voir. Il y a Cilium Service Mesh qui a été créé récemment, qui permet de faire donc du service mesh un peu comme Istio, mais entièrement implémenté en eBPF. Donc une promesse de meilleure performance et tout ça.
Alors, si on rentre dans les détails, il y a un peu de chapelle. Est-ce qu'on doit faire un agent par nœud? Est-ce qu'on doit faire un agent par pod? Linkerd, qui est une autre société qui faisait du service mesh, avait commencé par faire par nœud et ils y sont revenus. Alors, bon, si ça vous intéresse, il y a des articles de blog à lire là-dessus. Et donc ça, c'est le projet Cilium. Et d'un autre côté, Istio aussi s'intéresse à eBPF. Par exemple, il y a le projet Merbridge qui consiste à... Alors, ça ne va pas être une réécriture entière du service mesh avec des programmes eBPF. C'est plus des changements très localisés. Donc là, par exemple, c'est pour le remplacement d'IP table et ils ont des performances un petit peu meilleures, mais pas non plus transcendantes. Voilà. Donc on verra ce que l'avenir réserve. Donc là, on va passer un petit peu à un cas un peu pratique. Donc ce qu'on a préparé, c'est un petit service de jeu de foot. Donc là, ce qu'on voit en fait, à l'écran, en live, c'est mieux. Donc ce qu'on voit à gauche, c'est le microservice UI. Donc ce microservice UI, il est là. C'est un microservice avec donc un seul réplica, donc c'est un seul pod qui tourne dans le cluster, donc qui va assurer le visu. Donc c'est lui qui est lié à l'ingress, donc au load balancer AWS qui est à l'extérieur, etc. Et donc ce qu'on voit après sont les différents microservices. Donc il y en a un pour le stade, donc c'est celui qui va être sollicité par un petit peu tous les autres microservices pour avoir les dimensions, où c'est l'extérieur, l'intérieur, etc. On a un microservice qui est la balle, qui va aussi donner sa position, etc. aux joueurs. Et donc, ce qu'on voit ici qui s'appelle AI, donc intelligence artificielle, même si... oui, c'est pas si intelligent que ça. Je ne sais pas si c'est intelligent que ça. Qui interagissent donc du coup avec la balle pour savoir où elle est, taper dedans, etc., trouver où sont les embuts des joueurs. Enfin, je ne sais pas si on dit embut en foot. Des buts, ouais. Des cages. Voilà. Ouais, et chaque joueur est un microservice. Ouais. Et donc là, ce qu'on voit aussi ici, c'est un cube DNS. Alors on peut se dire pourquoi est-ce qu'il parle tant au DNS. C'est parce qu'en fait, chaque microservice a un service au sens Kubernetes devant lui. Et donc du coup, les microservices, quand ils se parlent, ils passent par ce service. Donc ils ont besoin de l'IP du service, donc kube DNS. Donc, ce qu'on voit sur la partie droite de l'écran, c'est la Hubble UI. Donc, c'est fourni avec Cilium, ouais, avec la partie monitoring. Donc, c'est avec le CNI Cilium. Si jamais vous l'utilisez, vous pouvez avoir ça. Et donc, on voit tous les flux. Ouais, oui, on voit tous les flux. Donc, effectivement, on les voit défiler un petit peu ici. Alors, l'interface, elle peut être filtrée sur certains points. Mais bon, enfin, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Non, mais c'est une interface sympa. Enfin, je veux dire, on a tout qui arrive comme ça. Je pense la première fois qu'on ouvre ça, alors qu'on n'a pas installé grand-chose finalement à part le CNI, c'est assez bluffant. Après, on va voir, des fois quand on a envie de filtrer, d'aller chercher dans les détails, je pense qu'il y a 2-3 points perfectibles. Mais non, mais enfin, honnêtement, c'est sympa quand même. Oui, c'est vrai. Et puis il y a une CLI aussi qui est pas mal pour aller chercher les infos. Donc avec ça vient aussi plein de dashboards Grafana qui sont aussi fournis par Cilium et Hubble. Et donc, ce qu'on va faire... ah oui, pardon. Les Grafana. Ouais. Donc, il y a plein de métriques un peu différentes sur qu'est-ce qui va sur le DNS, HTTP, les réponses, les latences, les network policy aussi. Donc d'ailleurs, nous, ce qu'on va faire pour illustrer un petit peu des pannes réseau, c'est qu'on va mettre en place des network policy qui vont venir un petit peu bloquer les différents pods. Donc on va se mettre dans un scénario où pour l'instant, je ne sais pas si vous le voyez là-haut, mais on n'est pas du tout protégé. Et pour l'instant, tout le trafic peut aller dans tous les sens. Donc on n'a aucune network policy sur notre namespace où sont déployés tous les microservices. Et donc ce qu'on va imaginer de faire,
c'est de dire on va sécuriser ce service. Donc on va commencer par mettre des network policies. Donc les network policies, c'est quelque chose qui vient par l'aspect Kubernetes. Et mon PC ne veut pas démarrer. Mais du coup, quand on met en place une network policy, il faut savoir que dès qu'on la met, c'est refusé en fait. Tout le trafic est refusé, à part, merci Joël, à part les choses qu'on met explicitement dans la network policy. Donc, la première network policy qu'on va mettre en place, c'est une network policy qui va dire tout le trafic qui vient des pods, donc from pod selector. Et donc là, en fait, normalement, on peut mettre des labels matching en fait pour sélectionner certains pods. Donc là, on dit tous les pods qui appartiennent au namespace Mesh Arena peuvent parler à tous les autres, en fait. Du même namespace, ouais. Du même namespace. Donc là, je vais essayer d'appliquer cette policy sur notre cluster. On va voir donc, en live ce que ça va donner. Donc, il n'y a plus rien. Donc, on n'a plus rien. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout ce qui rentre et sort du namespace est automatiquement deny, en fait. Et là, on va le voir, donc d'une part, donc dans Hubble, ici, donc on voit que kubedns, qu'aucun pod ne peut arriver sur kubedns. On voit tout est droppé ici. Donc il n'y a plus aucun microservice qui parle à aucun autre microservice. Ce n'est pas seulement qu'on ne peut pas nous visualiser la UI, mais plus rien. C'est ça. Donc, ça, c'est pas mal dans Cilium. On voit vraiment rapidement où se trouve le problème. Donc on a un problème sur 53. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, c'est rouge. Mais voilà. Et donc Grafana va nous permettre d'aller un peu plus loin dans notre analyse. Et donc, en fait, quand on va voir les graphes qui sont en rapport avec la network policy, on va voir que, donc là, on a ici à gauche le top 10 des sources pods qui ont des paquets droppés. Donc, on voit que tous les microservices sont concernés, en fait. Et à droite, on voit la destination pod avec les paquets droppés. Donc, on voit que c'est essentiellement kubedns qui est affecté ici. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, et si on permettait en fait au pod d'aller consulter le DNS. Donc, je vais appliquer cette policy qu'on voit ici. Donc, on met à jour ce qu'on a fait auparavant. Donc, toutes les lignes jusqu'à la ligne 13 ou 14, c'était les mêmes. Et on a ajouté un petit bloc en bas pour dire j'autorise le DNS sur le port 53, etc., etc. Tu l'as appliqué là? Normalement, oui. Mais no object passed to apply. Comment ça? Il fallait bien. kubectl apply mon tac 02 moins n macharana. Non. What? Bon. Network policy mesh arena global. Apply. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Bon alors, attends, je vais voir. Je vais tu le faire de mon côté. De ton côté, est-ce que j'ai fait des problèmes, des bêtises? Désolé pour ce petit contretemps. Ah oui, j'ai vidé le fichier, c'est normal. Tu peux le retrouver ou... Le fichier est vide. Attends. En plus, mon statut, il dit que je suis à jour. C'est bizarre. Non. Merde. Tu l'as, toi? Ah, ben alors. Non? Bon. On va appliquer direct la suivante, peut-être. La 03, elle y est? Oui, la 03, elle est là, enfin j'espère. Mais si tu veux, ce que je peux faire, c'est essayer de la remettre bien. 03.
Donc on applique la 3. La 3, c'est quoi? La 3, c'est celle qui va permettre au trafic entrant de l'ingress d'arriver. Donc celle-là, on l'applique en fait sur pas tous les pods, on l'applique sur UI en fait. Et on dit, on va autoriser le trafic qui vient de l'extérieur. Donc on autorise tout pour l'instant, on verra bien. Et on autorise donc également le trafic qui sort, donc le retour en fait. Donc le DNS ne passe pas, donc c'est pour ça que ça passe pas. Mais attends, je vais essayer de retrouver ma... Bon, sinon, on repasse en mode slide uniquement. Ouais, désolé. Parce que là, écrire du YAML, ça va être long. Bon, Okay. Alors, on va repasser en slide. Donc, en fait, normalement, ce qu'on aurait dû voir, c'est ça. C'est-à-dire, à partir du moment où on a appliqué la deuxième, on a à nouveau du verdict forward qu'on peut voir ici sur tout le trafic DNS. Et par contre, il restait un problème au niveau de la communication entre World et UI. Je te laisse reprendre la main. Oui, donc en fait, ce problème, on va le voir puisqu'on n'a pas encore autorisé le trafic entrant depuis l'extérieur. Et on va le voir avec Grafana un petit peu plus, un petit peu mieux même. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les paquets qui sont droppés sont en provenance en fait du jaune et du vert. En fait, ils sont un peu l'une sur l'autre les courbes, mais ces deux IP là, ce sont les IP des nœuds en fait. Et pourquoi? C'est parce que le health check du load balancer arrive sur les nœuds et les nœuds ils repassent sur les services. Donc on voit que c'est le service UI ici qui est impacté. Et donc on applique la policy qu'on a vue tout à l'heure là. Oui. En autorisant l'extérieur. Voilà. Et après, ce qui se passe, c'est que le jeu refonctionne. Le jeu refonctionne. Donc, d'un point de vue externe, on se dit tout va bien. Mais en réalité, ce n'est pas encore tout à fait rétabli. Et ce qu'on voit ici, quand on regarde le load balancer sur la console AWS, on voit qu'il y a un des nœuds qui n'arrive pas du tout à aller sur UI. Donc, rappelez-vous que UI, c'était un pod unique. Donc, il est forcément sur un des deux worker nodes, en fait. Et donc, l'autre worker node ne peut pas du tout y aller. Et donc là, on le voit très clairement, on voit qu'il y a un des nœuds qui continue à avoir des problèmes. Et la raison de ça, c'était quelque chose qu'on a creusé un petit peu. Et en fait, il se trouve que Cilium, pour pouvoir faire l'observabilité, il identifie chaque IP au plus vite possible. Donc, en fait, il remplace les IP, par exemple, des pods par le nom du pod, etc. Et le nom les IP des nœuds par leur nom, donc qui est remote node. Ouais. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, vu que la règle du network, de la network policy, c'est sur une IP 0.0.0.0, eh ben, on ne passe pas dessus et donc les nœuds ne sont pas autorisés à passer cette network policy. Donc on a trouvé qu'il y avait des open issues sur GitHub par rapport à ça. Après, a priori, ils n'ont pas vraiment l'intention de le corriger parce qu'ils ont leur réponse, c'est de dire que en réalité, les règles de CIDR, comme on a fait, c'est-à-dire en excluant tout le trafic sur un IP block, donc un range d'IP, c'est pas logique de faire ça pour le trafic in-cluster. C'est logique de faire ça pour le trafic externe et pas in-cluster. Et la raison, c'est que finalement, ce sont des IP éphémères. Et c'est pas, voilà, ce serait pas fiable de se reposer sur ce genre de choses. Bon, alors on est d'accord ou pas. En tout cas, ils proposent quand même une solution. Oui, donc du coup, en fait, eux, ce qu'ils proposent, c'est de ne plus utiliser les network policy Kubernetes et passer par une Cilium network policy qui, elle, peut autoriser explicitement plutôt les remote nodes en entrée et en sortie. Donc, après avoir appliqué ça, on aurait dû voir sur la démo que on n'a plus de paquets droppés du tout et qu'on a corrigé l'ensemble des problèmes. Voilà. Donc c'était un exemple de comment utiliser les outils disponibles, là en l'occurrence Cilium, mais d'autres sont possibles aussi, pour faire le troubleshooting lorsqu'on déploie, là dans ce cas-là, des network policies, mais ça peut être n'importe quel type de problème réseau qu'on peut résoudre grâce à ça. Alors maintenant, on va présenter un peu le NetObserve Operator qu'on fait chez Red Hat.
C'est un projet open source, comme je disais au début, ça a été démarré mi-2021, donc c'est récent. Au départ, c'était surtout pour ajouter un peu une brique manquante au niveau d'OpenShift sur l'observabilité réseau. Mais bon, on s'est dit, enfin, on n'a pas vraiment de raison de... Enfin, on voulait aussi que ça marche sur Kubernetes, pas uniquement sur OpenShift. Et au départ, c'était focalisé sur la CNI OVN Kubernetes. Rappelez-vous, donc, utilisant IPFix. Parce que en fait, pour pouvoir utiliser ce genre de protocole-là, il faut encore que la CNI ou les briques, les routeurs puissent les exposer, les exporter. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui existe sur OVN Kubernetes et donc on a pu en tirer parti. Maintenant, à partir du moment où on a développé un agent eBPF, on devient indépendant du CNI. Ça peut marcher pour n'importe quel CNI. Donc ça, c'est un autre côté super intéressant d'eBPF. C'est pas uniquement pour les perfs. Qu'est-ce qui est tombé ? C'est le zapper. Le focus qu'on veut avoir aussi, c'est sur la user experience, sur faire en sorte que ce soit agréable, ou alors je vais plutôt dire pas trop désagréable, d'aller troubleshooter le réseau et d'aller comprendre comment ça se passe. Et donc on essaie de jouer beaucoup sur la UI pour rendre les opérations faciles. On propose aussi des dashboards Grafana. Donc, si je dis qu'on propose des dashboards Grafana, c'est parce qu'en fait, quand même, la majorité du développement qu'on fait, pour l'instant, c'est dans la console OpenShift. Donc, lorsque vous avez la console OpenShift, qui est une distribution de Kubernetes, lorsqu'elle est installée, on va avoir, lorsqu'on installe NetObserve, il va y avoir un plugin qui va se rajouter dans cette console et qui va rajouter toutes ces informations-là. Donc là, je vous montre un graphe de service disponible grâce à l'agent eBPF, par exemple, où on peut voir la volumétrie entre les différents services et ce genre de choses, avec en haut une barre pour filtrer précisément tout ce qu'on veut voir, différents niveaux d'agrégation. C'est-à-dire que quand on regarde une topologie du cluster, si on n'a même pas de filtre, on va voir, enfin, ça va être illisible parce qu'il y a trop de nœuds dans le graphe. Donc voilà, il faut pouvoir filtrer, il faut pouvoir agréger. Donc on a des agrégations par namespace, par deployment, enfin, ou controller owner en réalité, ou par pod. Enfin, c'est-à-dire le niveau unitaire, c'est le pod. Voilà, avec des métriques également sur les pods Docker, donc avec qui communique un pod donné par exemple. Et puis on a aussi la vue, pour aller plus dans le détail, la vue tableau classique, où on va pouvoir vraiment aller fouiller dans les flux réseau. Et toujours avec une possibilité de filtrage et d'agrégation. Voilà. Le futur, c'est on aimerait rajouter à ça des fonctionnalités de paquet de capture. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple depuis la UI, on pourrait cliquer sur un pod ou depuis une CLI, depuis un pod, pour un pod donné, aller capturer tout le trafic entrant ou sortant ou sur une interface donnée ou ce genre de choses. Donc de façon le plus facile possible. Aujourd'hui, c'est faisable. Hein, il faut, voilà, avec TCP/DUMP, ce genre de choses, ça existe toujours. Mais on veut rendre ça vraiment le plus facile possible. La corrélation avec les network policies. Donc là, ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, on voyait très bien dans Cilium que le trafic, il est droppé ou forwardé. Donc on sait qu'il a été bloqué ou pas par une policy. Après, peut-être ce qui manque là-dedans, c'est de savoir quelle est la policy qui nous a permis de faire passer le paquet. Ça peut être intéressant. C'est le genre de choses qu'on aimerait faire. Une console standalone, donc pour l'instant je vous ai dit c'était la console OpenShift, mais on prévoit d'avoir un mode standalone pour déployer la console en dehors d'OpenShift, donc ce qui marcherait avec n'importe quelle distribution de Kubernetes. Faire le multiclustering, de l'alerting sur les métriques réseau, éventuellement développer une CLI et avoir d'autres types de métriques. Pour l'instant on est vraiment sur les couches TCP/IP. On aimerait aussi aller voir du côté du HTTP pour avoir par exemple la latence, ce genre de choses. Bon, c'est possible avec eBPF aussi. Les métriques ingress, c'est-à-dire par exemple quand on a du trafic qui vient vers un load balancer externe, finalement nous ce qu'on va voir c'est juste que tout le trafic externe provient de ce load balancer. Il nous manque un peu d'informations pour savoir mais qu'est-ce qu'il y avait avant ce load balancer. Donc c'est possible d'avoir plus de métriques à ce niveau-là.
et DNS et compagnie. Voilà. Et toujours travailler sur les performances. Actuellement, notre agent eBPF, il n'est pas encore le plus performant, mais on a des résultats très prometteurs sur la prochaine version qui arrivera bientôt. Voilà. Alors, on voulait faire un petit sondage aussi. Si jamais vous seriez intéressé, si jamais il y a des personnes qui seraient intéressées pour mettre en place un hackathon et voir autour de votre use case, par exemple, comment on peut installer NetObserve ensemble, le faire fonctionner, éventuellement peut-être hacker, ouvrir des pull requests ou quoi pour régler les problèmes qu'on pourrait rencontrer. Donc si jamais ça vous intéresse, faites-nous le savoir, ça renvoie vers un Google Form pour savoir aussi si vous seriez intéressé, si ça se passait, si on organisait ça à Montpellier ou si on organisait ça à Paris. Aujourd'hui, enfin, bon, on n'a pas encore décidé quoi que ce soit, mais si jamais vous êtes intéressé, ça peut faire pencher la balance. Voilà. Et ça, c'est le QR code pour le Sunnytech. Voilà. J'ai réparé la démo, mais je ne sais pas si on a... Ah, super. Trop tard. Ouais, fais voir. Oui, ça marche. Ouais, bravo, donc, chérie. ça remarche. Et ce qu'il faut...